Vous écoutez À table avec l'histoire, le podcast qui raconte le monde à travers ce qu'on mange. Chaque épisode, une époque, un plat, une histoire. Aujourd'hui, le bacalhau, le poisson qui n'a jamais nagé au Portugal. C'est une histoire étrange et presque paradoxale. Un aliment étranger devenu un symbole national. Un simple poisson qui, au fil des siècles, a nourri des marins, rassemblé des fidèles, servi les ambitions d'un pouvoir autoritaire et accompagné des familles en exil. Ce n'est pas seulement une recette ou une tradition, c'est une colonne vertébrale invisible, logistique, religieuse, politique, mémorielle. Derrière chaque morceau de morue séchée se cache un pan d'histoire. Aujourd'hui, on va suivre ce poisson depuis les eaux froides de Terre-Neuve jusqu'aux tables portugaises. De l'Empire maritime à la propagande d'un dictateur, des processions religieuses aux cuisines de la diaspora. Bienvenue dans À table avec l'histoire. Imaginez Lisbonne à la fin du XVe siècle. Des navires en bois amarrés le long du Tage, des marchands qui s'agitent, des cales remplies d'oranges, de tonneaux de vin, de sacs de farine, de sel et d'un produit qui passe presque inaperçu. De longues bandes de chair de morue séchée et salée. Ce poisson n'a jamais nagé dans les eaux portugaises. Il a été pêché à des milliers de kilomètres dans des mers glacées, bien au-delà de ce que la plupart des Lisboètes peuvent imaginer. Et pourtant, ce poisson discret, modeste, va devenir une arme logistique et un moteur invisible de l'expansion maritime portugaise. En 1497, Vasco de Gama s'apprête à prendre la route pour l'Inde. C'est l'une des expéditions les plus ambitieuses de son temps. 4 navires, des dizaines d'hommes, des mois de navigation. Et quand on charge ces navires, ce qui entre dans les cales n'est pas que de l'or ou des canons. Ce sont surtout des vivres. Eau, vin, biscuits secs, viande salée et quelques centaines de kilos de morue séchée. Pourquoi la morue ? Parce que c'est l'un des rares aliments qui peuvent survivre à des mois en mer sans pourrir. Elle est légère, compacte, riche en protéines, facile à stocker et surtout, elle n'a pas besoin de réfrigération, ce qui n'existe pas encore évidemment. L'histoire raconte qu'au début du XVIe siècle, les marins portugais découvrent les bancs de Terre-Neuve, au large du Canada actuel. Ces bancs sont si riches en morue qu'un chroniqueur portugais écrira « Les poissons sont si nombreux qu'on pourrait marcher sur eux ». Et ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité économique explosive. Ces bancs sont parmi les plus poissonneux du monde. Très vite, les Portugais installent des camps saisonniers sur les côtes canadiennes. Ils y salent et sèchent la morue sur les claies en bois directement sur place. Pourquoi ? Parce que la morue fraîche prend de la place, mais une fois séchée, elle perd 2/3 de son poids. Résultat, plus de rendement, plus d'espace dans les cales, plus de profit. C'est une logique bien huilée. Départ du Portugal au printemps, pêche intensive en été, séchage et salage sur place, retour en automne avec des cargaisons massives. À cette époque, la flotte portugaise est une véritable machine commerciale. Et la morue devient un rouage central de cette machine. Mais derrière cette efficacité se cache aussi une géopolitique du poisson. Au XVIe siècle, les Portugais ne sont pas les seuls à convoiter les eaux de Terre-Neuve. Les Français et les Anglais arrivent aussi, attirés par la même promesse, une ressource quasi inépuisable. Cette rivalité provoque des frictions diplomatiques bien avant qu'on parle de pétrole ou de gaz. Des cartes maritimes circulent en secret, les routes de pêche sont gardées jalousement et les ports portugais développent une expertise stratégique dans la transformation et le commerce de la morue. La morue, littéralement, devient un enjeu de puissance. Et puis il y a le sel. Le sel portugais, notamment celui des marais salants de Setúbal et d'Aveiro, est réputé comme un des meilleurs d'Europe. En combinant leur sel et leurs poissons étrangers, les Portugais créent un produit qui va inonder l'Europe. Des bateaux partent de Lisbonne pour livrer du bacalhau dans toute la Méditerranée, dans les colonies et les comptoirs africains et asiatiques. Le poisson devient une marchandise universelle du commerce portugais, au même titre que le sucre ou les épices. Il faut imaginer Lisbonne vers 1555, des entrepôts entiers remplis de morue salée, des négociants qui marchandent les cargaisons, des odeurs de sel, de poissons séchés et de vin.
des registres de commerce qui mentionnent le bacalao presque à chaque page. Et pourtant, personne ne célèbre ce poisson. Il n'a rien de noble, rien d'exotique, comme les épices venues d'Inde. Mais c'est lui qui fait tourner la machine. Dans les grandes découvertes portugaises, la morue n'est pas sur les fresques, mais elle est dans toutes les cales. Elle n'a pas de statue, mais sans elle, beaucoup d'expéditions n'auraient jamais pu voir le jour. Et c'est peut-être ça la force de cet aliment. Il est discret, mais il porte un empire sur ses arêtes. À cette époque, le Portugal invente, sans vraiment le savoir, une chaîne mondiale d'approvisionnement bien avant l'ère industrielle. Production dans l'Atlantique Nord, transformation locale, distribution globale. Et ce poisson étranger devient petit à petit un aliment portugais. Mais s'il devient portugais, ce n'est pas seulement grâce aux navires et aux marchands, c'est parce qu'un autre pouvoir, plus subtil, plus ancien, va le faire entrer dans le quotidien de chaque foyer. Quand un empire s'étend, ce ne sont pas seulement les armes et les bateaux qui diffusent une culture. Parfois, ce sont les règles, les habitudes, les petites obligations du quotidien. Et dans l'Europe catholique d'il y a 5 siècles, aucune règle n'est aussi structurante que celle du carême et de l'abstinence alimentaire. Pendant des siècles, dans tout le monde catholique, les fidèles doivent s'abstenir de viande les vendredis et pendant le carême, les 40 jours qui précèdent Pâques. À certaines périodes, cette interdiction pouvait s'étendre jusqu'à 150 jours par an. 150 jours où le bœuf, le porc ou la volaille disparaissent des tables. Et quand on ne peut pas manger de viande, il faut trouver autre chose. Le poisson devient alors le sauveur des jours maigres. Mais pas n'importe quel poisson, parce qu'il faut aussi qu'il soit accessible à tous. Riches, pauvres, urbains, ruraux, littoraux, intérieurs. Or, au Portugal, tout le monde n'habite pas au bord de la mer. Et au XVIe siècle, le poisson frais est périssable et cher. Alors que le bacalao, lui, peut voyager des milliers de kilomètres, dormir des mois dans une cave et se réveiller parfaitement comestible le jour venu. L'Église, sans le décréter explicitement, devient le meilleur allié commercial de la morue. Chaque vendredi, dans les rues de Lisbonne, de Porto ou de Braga, on trouve la même scène. Des marchands déroulent des piles de bacalao séché, rigides comme du bois, couverts de sel. On les tape du poing pour vérifier la qualité comme on toquerait une pastèque aujourd'hui. Les femmes achètent des morceaux en fonction de la taille de la famille, les trempent dans l'eau pendant parfois 2 jours pour les dessaler et préparent une soupe ou un plat mijoté pour le repas du vendredi. Un chroniqueur du XVIIe siècle écrit « Le vendredi à Lisbonne, on ne sent plus le Tage ni la mer, on sent le bacalao. » L'odeur devient si présente qu'elle s'impose comme un marqueur sensoriel de la religion dans la ville. Mais le carême, ce n'est pas seulement une contrainte, c'est aussi un moment de rituel collectif. On partage, on cuisine lentement, on mange plus simplement. Et le bacalao s'inscrit parfaitement dans cette logique spirituelle. Humble, nourrissant, stable, accessible, le poisson devient la nourriture de la foi. En 1583, à Coimbra, une épidémie frappe la ville. Les processions religieuses sont interrompues, les marchés ralentissent, mais les chroniques rapportent un détail frappant. Malgré la peur, les vendredis de carême, les habitants continuent de s'approvisionner en bacalao. Le rituel prime sur tout le reste. Et ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une habitude spirituelle, un geste collectif qui fait tenir la communauté. Et parce que la foi est partagée par toutes les couches de la société, la morue devient le seul aliment qui traverse toutes les classes sociales. Les riches la mangent frite, avec des œufs et de l'huile d'olive. Les familles modestes la bouent simplement avec des pommes de terre. Dans les monastères, on la prépare avec des pois chiches et des herbes. Elle devient l'un de ces rares aliments qui rassemblent plus qu'ils ne divisent. Cette omniprésence religieuse transforme la morue en un symbole culturel. Au point qu'au XVIIIe siècle, elle obtient un surnom affectueux, O fiel amigo, l'ami fidèle. Un surnom presque ironique pour un poisson venu d'un océan si lointain, mais qui est là, inlassablement, tous les vendredis, toutes les Pâques, toutes les grandes fêtes chrétiennes. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont un aliment étranger devient, par la répétition d'un geste religieux, un pilier identitaire. Les Portugais ne se disent pas « ceci vient de Terre-Neuve », ils se disent « ceci fait partie de ma foi, de ma table, de mon vendredi ». Et comme la foi structure le temps collectif, les semaines, les années, les générations, le bacalao s'enracine profondément dans la société portugaise. Ce lien entre religion et nourriture est si fort qu'il survit aux époques, aux guerres, aux changements politiques, aux crises économiques. Même aujourd'hui, au XXIe siècle, des millions de Portugais mangent du bacalao à Noël ou au Vendredi Saint.
Pas parce qu'ils n'ont rien d'autre, mais parce que c'est un rite, une mémoire, une continuité. Et comme souvent dans l'histoire, quand un rituel religieux s'enracine, il devient aussi un marché. À mesure que la foi fait gonfler la demande, l'État et les commerçants s'organisent pour contrôler l'offre. La morue passe des églises au marché, et bientôt, elle sera sur les affiches de propagande. La foi a fait du bacalhau un symbole culturel. La politique, elle, va en faire une économie nationale. Si la religion a fait du bacalhau un symbole partagé, c'est l'État qui en a fait une machine. Pendant des siècles, la morue a circulé librement entre les mains des pêcheurs, des marchands et des ménagères. Mais au XXe siècle, le Portugal va transformer ce simple poisson en ressource stratégique au même titre que le charbon ou le pétrole ailleurs. Et cette transformation a un nom, la Campagna do Bacalhau. Nous sommes dans les années 1930, le pays est dirigé d'une main de fer par Salazar. Son régime autoritaire, l'Estado Novo, repose sur une idéologie conservatrice. Autosuffisance, nationalisme, catholicisme traditionnel et un contrôle étroit de l'économie. Salazar veut faire du Portugal une nation autosuffisante, fière, capable de se nourrir elle-même. Et quand on cherche à nourrir tout un pays avec peu de ressources, on se tourne vers ce qui fonctionne déjà, le bacalhau. En 1934, le régime met en place la Campagna do Bacalhau, une politique nationale de contrôle total de la filière morue, de la pêche à la distribution. Les routes maritimes sont planifiées, les quotas sont fixés par l'État, les prix sont encadrés et la flotte est modernisée pour intensifier les campagnes de pêche dans l'Atlantique Nord. Des dizaines de navires, les fameux bacalheiros, quittent chaque année Lisbonne, Aveiro ou Figueira da Foz pour naviguer jusqu'aux eaux glacées de Terre-Neuve. Ils embarquent des équipages de pêcheurs, souvent de jeunes hommes des villages côtiers. C'est une épopée silencieuse, mais derrière l'aventure, il y a une réalité dure. Le travail sur ces navires est parmi les plus dangereux d'Europe. Une fois sur zone, les marins ne pêchent pas en restant sur le bateau principal. Ils descendent dans de petites barques individuelles, les doris, et partent seuls sur la mer brumeuse et glacée. Ils lancent leurs lignes et pêchent des heures dans le froid, souvent dans un silence total, entouré de brume épaisse. Certains ne reviennent jamais. Les marins surnomment cette route a Morte Branca, la mort blanche, pas à cause des tempêtes, à cause du froid, de la solitude, de la mer qui avale les barques sans bruit. Les conditions de vie à bord sont tout aussi rudes. Cabine glaciale, rationnement strict, hiérarchie militaire, absence totale de confort. La plupart de ces hommes ne sont pas des aventuriers romantiques, ce sont des paysans pauvres, enrôlés par nécessité économique. Ils partent pendant 5 ou 6 mois, certains laissent derrière eux femmes, enfants, parfois pour ne jamais revenir. Mais dans le Portugal de Salazar, cette dureté n'est pas cachée. Au contraire, elle est glorifiée. Dans les journaux, à la radio, dans les affiches de propagande. Les marins du bacalhau sont présentés comme des héros silencieux, les gardiens de la souveraineté alimentaire de la nation. On les montre debout sur le pont, le regard tourné vers le nord, comme des saints du travail. Ce sont eux qui nourrissent notre peuple, ce sont eux qui assurent l'indépendance du Portugal. Ce discours s'imprime dans les esprits. Au même titre que les soldats ou les prêtres, les pêcheurs de bacalhau deviennent une figure morale nationale. Cette glorification s'accompagne d'un contrôle économique total. L'État fixe les prix pour maintenir le bacalhau accessible à tous, même aux familles modestes. Et dans un pays où la viande reste un produit de luxe, cette politique fait de la morue la base alimentaire nationale. Dans les années 1950, le bacalhau représente plus de 25% de la consommation de protéines animales au Portugal. Les campagnes de pêche deviennent un pilier de la balance commerciale du pays. En 1952, le navire Argus quitte Aveiro pour Terre-Neuve. Il fait partie des plus grands morutiers portugais de l'époque. À son bord, 70 hommes. En 5 mois, il capture 1800 tonnes de morue salées et stockées dans les cales. À leur retour, une cérémonie officielle les attend au port. Des drapeaux, des familles, des discours et bien sûr, la presse découvre. Ils sont la preuve que le Portugal n'a besoin de personne pour se nourrir. Mais derrière cette mise en scène triomphante se cachent des fractures silencieuses. Les marins sont mal payés, ils vivent dans une semi-précarité, certains meurent sans qu'on en parle. Et quand le régime s'effondrera en 1974, beaucoup témoigneront de ces années comme d'une double vie. Glorifiés en héros, traités comme une main-d'œuvre sacrifiable. Ce système tient pendant des décennies, mais il repose sur une équation fragile. Une ressource éloignée,
des campagnes risquées et une consommation massive à bas prix. Et dans les années 1970, avec la montée des coûts, la décolonisation, puis la crise de la pêche à Terre-Neuve, cette équation se fissure. Le Portugal doit importer davantage, l'État ne peut plus tout contrôler. La morue quitte doucement les mains du pouvoir pour redevenir ce qu'elle était à l'origine, un aliment partagé. Mais entre-temps, elle est devenue une mémoire nationale. Et ce que Salazar avait voulu utiliser comme outil de propagande est resté gravé comme un symbole d'identité. La religion avait fait du bacalhau une habitude, l'État en a fait une industrie. Mais ce qui en reste, longtemps après la propagande, ce n'est pas la flotte ni les chiffres, c'est la table. Les tables du vendredi, les odeurs des cuisines, les grands plats fumants servis aux familles dispersées dans le monde. Vous avez déjà senti cette odeur, celle qui se glisse dans les maisons portugaises 2 ou 3 jours avant une grande fête. Une odeur salée, légèrement âcre, marine et chaude à la fois. Celle du bacalhau qui y dessale dans un grand plat en plastique ou une bassine en inox. Des morceaux rigides comme du bois, trempés dans l'eau froide, changés religieusement chaque matin. C'est un rituel presque invisible, mais tout le monde le reconnaît. Après des siècles d'empire et de religion, après des décennies de politique et de propagande, le bacalhau est rentré à la maison. Il est devenu le poisson de la mémoire. Au Portugal, le plat de Noël n'est ni une dinde ni un foie gras. C'est une morue bouillie, accompagnée de pommes de terre, de choux et d'œufs durs, arrosée d'huile d'olive. Simple, presque austère, mais pour des millions de Portugais, c'est le goût de l'enfance. On appelle ce repas la consoada. Un mot doux, presque musical, qui désigne le dîner de la veille de Noël. Et ce poisson, qui a traversé des océans glacés, devient ce soir-là le centre d'un foyer. Cette mémoire est si forte qu'elle s'est exportée avec les Portugais eux-mêmes. Dans les années 1960 et 1970, des centaines de milliers de Portugais quittent le pays pour la France, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg. Et dans leurs valises, il n'y a pas que des vêtements. Il y a souvent 1 ou 2 plaques de morue salée, soigneusement emballées. Ce poisson devient une façon d'emporter le pays avec soi. De recréer dans un petit appartement de banlieue parisienne ou une cuisine ouvrière au Luxembourg le goût d'un village du Mignon ou d'Aveiro. Ce qui est fascinant, c'est que cette mémoire ne repose pas sur des statues ni des monuments, elle repose sur des gestes. Des gestes simples, transmis sans discours, le dessalage dans l'eau, la cuisson lente, le repas partagé. Là où les grands empires ont disparu, le bacalhau, lui, est toujours là. Dans les casseroles, dans les mains, dans les odeurs. Et il n'y a pas qu'à Noël. Il y a des dizaines de recettes de bacalhau au Portugal. On dit qu'il y en a 365, une pour chaque jour de l'année. Le bacalhau à brasse, aux œufs et oignons. Le bacalhau con natas, crémeux et gratiné. Les bolinhos de bacalhau, petits beignets dorés. Et le bacalhau à gomes dessa, à la mode de Porto. Chaque région a la sienne, chaque famille sa variante, et toutes racontent une petite histoire du pays. Le bacalhau est aussi une mémoire olfactive et sonore. Le bruit sec de la morue séchée qu'on tape pour tester la qualité au marché, le ploc de l'eau quand on la plonge, le crépitement de l'huile d'olive, le brouhaha des repas familiaux. C'est une archive vivante, une archive que les Portugais portent dans leur nez, leur bouche et leur peau. Et cette archive est tenace, même aujourd'hui, alors que le Portugal s'est transformé, modernisé, urbanisé. Le bacalhau reste l'un des rares aliments qui unit tout le monde. Riche ou pauvre, croyant ou athée, urbain ou rural, portugais du pays ou portugais de la diaspora. À Noël, les avions en provenance de Paris, Genève ou Luxembourg sont pleins de valises qui sentent discrètement la morue salée. Parce qu'on peut vivre ailleurs, mais on fête Noël avec le goût de chez soi. De poisson impérial à icône religieuse, de pilier économique à mémoire familiale, le bacalhau a traversé les siècles et les frontières sans jamais perdre sa place à table. Et c'est peut-être ça le plus beau. Ce qui a commencé comme un simple morceau de poisson séché venu du Nord est devenu une boussole intime pour tout un peuple.